toujours dans le cadre de Noir Impérial, Festival du Polar, on reçoit, on peut dire un artiste. Alors, Uderzo préférait le mot artisan. Albert Uderzo. C'est vrai qu'on est plus des artisans qu'artistes. Donc, il disait artiste, il faut le mériter. Alors, artisan. Enchanté. Enchanté, Audrey. Est-ce que tu peux te présenter succinctement, s'il te plaît? Eh ben, écoute, oui. Donc, je suis Pascal Bresson. J'ai 57 ans. Je suis marié à la plus belle femme du monde. Wow. Ouais. Ça fait plus de 32 ans que je suis dans le métier d'auteur bande dessinée. Donc, scénariste, dessinateur, coloriste. J'ai fait à peu près plus de 70 albums. Et depuis une quinzaine d'années, on va dire que je me consacre exclusivement à réaliser des albums sur le devoir de mémoire, la transmission. On peut dire aussi que j'ai été élevé par mes grands-parents, biberonné par une grand-mère qui a été résistante à Reims en tant qu'agente liaison, et puis surtout qui était dans le réseau Libération Nord, et un grand-père qui était dans la 2e DB et qui a libéré Paris et Colmar. Donc ces deux-là m'ont vraiment biberonné, et on va dire que depuis une quinzaine d'années, je m'évertue à parler du devoir de mémoire et de la transmission aux jeunes, parce que je trouve qu'il est important de s'adresser aux jeunes, de mettre en avant des grandes personnalités. On l'évoquera peut-être tout à l'heure, puisque j'ai eu la chance de rencontrer Simone Veil, des grands personnages comme Robert Badinter, et de les mettre en BD. Voilà, pour moi, c'est de prendre mon bâton de pèlerin et aller auprès des jeunes et leur dire, n'oubliez pas. Est-ce qu'on est le produit de son environnement? Pardon? Est-ce qu'on est le produit de son environnement, finalement? Ah, je pense. Ah oui, oui. Ah, j'ai vraiment été... Puis très tôt, j'ai une grand-mère, ça m'a toujours marqué, c'est... Elle m'appelait mon petit canard. Mais mon petit canard, il faut faire très attention de pas amalgamer le soldat allemand et le nazi. Ça, c'était quelque chose qui était très important. Parce que c'est vrai qu'on amalgame tout. Par contre, une chose où ma grand-mère me disait aussi, puisqu'elle avait vraiment vécu auprès de ces nazis, auprès de ces Allemands, à Reims, vraiment pour faire une petite parenthèse, parce que ça j'y tiens, très tôt elle m'a emmené au square, au centre-ville de Reims, où il y avait un bâtiment où là la Gestapo était œuvrait dans la torture malheureusement, et elle m'emmenait toutes les semaines, ne serait-ce que pour prendre conscience. Et comme je suis un hypersensible, j'arrivais même à entendre, sentir la détresse, des gens qui criaient, bref. Et il y a quelques années, et ça j'en suis très fier, sur ce square, toutes les personnes résistantes ont leur plaque. Et ma grand-mère est parmi. Et je suis vraiment très fier. Donc oui, je pense qu'effectivement, ça vient de l'environnement. Bah, il y a de quoi être fier. Et bravo. Ouais. Bravo, merci, bravo pour toute la famille. Donc, tu es artisan. Donc, tu es aussi scénariste de BD, oui. T'es illustrateur, donc tu es auteur de livres. Comment ça t'est venu le fait de vouloir de dessiner? Comment t'as voulu en faire ton métier? Alors, j'ai une enfance un peu particulière. Hein. J'ai des parents qui, ils ont pas voulu de moi. Donc, j'ai atterri chez mes grands-parents et en fait, j'étais un enfant assez fermé. Et je pense que comme tout gamin, surtout là, j'ai 57 ans, donc toi, tu es beaucoup plus jeune. Mais à l'époque, j'avais découvert les aventures de Tintin et de Milou. Et puis, à l'âge de 5 ans, voir un personnage avec son chien s'animer à travers des pages. Imagine, Tintin reporter, il va dans le monde entier, il vit des aventures. Et c'est comme ça que je suis venu à dessiner Tintin, dès l'âge de 5 ans. Et en fait, avec une feuille, un crayon, on s'évade. Et on va dire que c'est comme ça que j'ai pris conscience que le dessin m'intéressait énormément. Et puis, en fait, je donne 2 conseils pour devenir un bon. C'est recopier et observer. Recopier, pas forcément aussi bien, mais de comprendre le mécanisme et l'observation. Quand je suis près des jeunes, je dis souvent, mais vous passez à côté de plein de choses, mais vous savez pas regarder avec des yeux. On a eu des yeux, c'est pour observer. Et si j'ai le temps vite fait, une petite anecdote, c'est que j'avais été dans une école primaire, j'avais rencontré un petit gars, je lui ai demandé de dessiner un arbre parce qu'on travaillait sur l'écologie, puis il me fait un rond avec un trait. Je dis, t'es sûr que c'est un arbre? Alors toute la classe dit, oui, c'est un arbre, sauf que on pouvait prendre ça pour un panneau de stop, on pouvait prendre ça pour une barbe à papa ou même un ballon. Je dis, toi, tu ne sais pas observer. Je lui ai dit, tu vas dans la cour, il y a un chêne, tu prends 5 minutes et tu reviens. Il revient, il reprend le crayon, et là, il fait un feuillage. Il fait le tronc un peu de travers, avec des écorces à l'intérieur, et là, il avait compris que l'observation, c'était ça, en fait. Donc, voilà, ces 2 méthodes. Et moi, depuis 5-6 ans, j'ai pas arrêté de dessiner. J'ai eu la chance de rencontrer Miss Doll, très tôt, 11 ans, Tibet, qui dessinait Ricochet Chic Bill. À l'époque, j'habitais Reims, lui, il venait de Bruxelles. Il est en dédicace. Je me sauve de chez ma grand-mère parce que à 11 ans, je savais pas trop ce que c'était. Sur un coup de tête, il faisait moche, je m'en souviens, c'était en novembre. Et Tibet me voit
Et quand je l'ai vu la première fois, on va dire que j'ai été c'est mon idole. Et je me suis sauvé, j'étais timide. Mais l'année d'après, il revient à Reims. Et là, c'était pour un salon du livre. Et j'ai passé 3 jours avec lui. Et ce qui était assez formidable, c'est que Tibé, c'était un homme charmant. C'était un homme... il avait appris le métier avec Hergé, le dessinateur de Tintin. Et à un moment donné, je vois un journaliste qui lui donne... Enfin non, c'est Tibé qui donne son adresse personnelle à un journaliste. Hop, je suis allé voir le journaliste, vous avez l'adresse de Tibé? Et il m'a donné son adresse, je lui ai écrit, il me rendait mes dessins corrigés, et à l'âge de 15 ans, je suis allé à Bruxelles, chez lui, pendant les vacances scolaires, apprendre le métier. Alors, il m'a pas appris à dessiner tout de suite, il m'a fait comprendre que le dessin, c'était avant tout de la modestie, il fallait être humble. C'est ce qui manque un petit peu maintenant aux nouvelles générations dans mon métier, parce que voilà, ils ont pas rencontré les maîtres que j'ai rencontrés, et à partir du moment où il a senti que j'étais plutôt digne à tenir un crayon, eh ben c'est comme ça qu'il a commencé à me faire gommer ses pages, à faire le contour de ses cadres, et après j'ai appris à narrer, à concevoir une page, l'équilibre, la perspective, enfin tous les b.a.-ba de la bande dessinée. Waouh. Wow, bravo. Bon, non, ouais, fallait être culotté pour demander l'adresse, etc. C'est une bonne chose. Des fois. Ça paye. Oui, ça paye, ouais, c'est vrai. Faut le dire. Et donc, t'as décidé d'en faire ton métier. Et, comme tu disais, ça fait quelques années, là, que tu te consacres à la transmission. Oui, parce que c'est important. Tu sais, je vais souvent, alors au départ, quand tu rentres dans la bande dessinée, forcément, tu tâtonnes. En même temps, tu sais, c'est pas quand tu arrives à la bande dessinée que tu penses un jour faire ce métier. Il y a une trentaine d'années, évidemment, c'était plus facile que maintenant. Là, il y a beaucoup d'auteurs. Ici, maintenant, il y a beaucoup d'auteurs. Et puis, avec les nouvelles technologies, on sent que les jeunes lisent moins. Et puis, le marché, il y a 30 ans, c'était 600 nouveautés par an. Là, c'est plus de 6000. Donc, tu vois, on est un peu perdu dans la masse pour le coup. Mais pour revenir à la transmission, j'ai commencé par des albums. J'ai eu la chance de travailler avec le commandant Cousteau. J'ai eu la chance de travailler avec Théodore Monod, qui était un grand philosophe. J'ai travaillé aussi avec Yves Coppens, qui était qui avait découvert Lucie, la première femme, on va dire préhistorique. Donc c'est vraiment des personnages qui m'ont construit intellectuellement. Et puis j'ai travaillé aussi longtemps avec Nicolas Hulot. J'ai fait les albums de Nicolas Hulot, que ce soit à l'Aquarelle à l'époque quand il partait sur l'émission Ushuaïa, ou alors chez Glénat, l'aventure voilà de l'équipe. Et à un moment donné, en allant dans les classes, je trouvais qu'il y avait un manque auprès des jeunes, c'est que on leur parlait de la Première Guerre mondiale ou autre, et on sentait qu'il y avait un manque. Ils avaient envie, mais bon, ils tâtonnaient, ils savaient pas trop. Et je me suis dit qu'à un moment donné, je connaissais le métier de scénariste, je connaissais bien mon métier de dessinateur. Il fallait que j'arrive aux choses essentielles. Et pour moi, l'essentiel, c'était transmettre. Donc j'ai arrêté tous les albums dits classiques populaires, et là je me suis vraiment, on va dire, consacré au devoir de mémoire. Comment c'est à un moment donné, Simone Veil, qui pour moi est une grande dame. Vite fait l'anecdote, c'est que j'ai tout juste 20 ans, je suis au salon du livre de Granville, il y a Simone Veil et son mari Antoine. 20 ans, évidemment, je sais qui est Simone Veil, femme politique. Mais à l'époque, à 20 ans, la politique, voilà, j'aimais pas trop. Je fais pas tellement attention à Simone Veil, elle est là, bonjour et tout. Enfin, toi, j'étais plus attiré par le dessinateur qui venait de Babar, qui venait de New York. Pour moi, alors que Simone Veil, 25 ans plus tard, je me retrouve au Panthéon. Et là, je vais voir Victor Hugo, Aimé Césaire, Jean Jaurès, enfin, toutes ces grandes personnalités, Jean Moulin. Et c'était en été, il y avait personne. Et là, je me retrouve avec ces cryptes. Et j'avais l'impression, pour le coup, d'être avec tous ces gens-là, en fait. Je les voyais, je les entendais. Waouh, j'étais vraiment la chair. En plus, en étant hypersensible. Ah oui, là, je les voyais, je les entendais. Puis là, je me suis fait cette réflexion. S'il y avait une personne à mettre de vivante encore là, ce serait qui? Et Simone Veil. Mais comment rencontrer Simone Veil? Parce qu'encore une fois, moi j'aime rencontrer les gens, l'humain c'est important. Et j'appelle un ami qui s'appelle Claude Cancès. Alors Claude Cancès aurait pu être là puisque c'était un ancien. Il l'a déjà reçu. Ah voilà, Claude Cancès qui était le grand patron du 36 quai des Orfèvres. Je dis Claude, écoute, voilà, je voudrais faire quelque chose sur Simone Veil. Est-ce que tu la connais? Il me dit écoute, j'étais dîner chez elle il y a à peine une semaine. Oh. Et là, on sent que les planètes se sont alignées. Et effectivement, 1 heure après, je reçois un coup de téléphone de Jean Veil, son fils. Allô? Alors, s'il y a une grosse voix, Jean Veil, hein. C'est Simone Veil, au masculin, hein, avec une grosse voix. Et d'ailleurs, c'est sa mère. Et puis, rendez-vous est pris 10 jours plus tard. Et là, je vais donc place Vauban où elle habitait. Et là, j'arrive timidement. J'avais préparé un petit courrier quand même parce que c'est quand même des grandes personnalités. C'est une icône, un symbole. Et j'arrive dans l'univers de Simone Veil. Et là, je vois petite grand-mère. Et je me dis, bon sang, c'est Simone. Et là, je suis très impressionné. Et ça a duré peut-être 3/4 d'heure et elle me dit, je vous écoute. Et là, je lui déballe vraiment mécaniquement, comme un robot, en fait,
ma démarche de vouloir faire un livre sur elle. Et pourquoi, comment, perpétuer son souvenir et autres. Et elle se lève, elle me dit, vous savez, ce livre, j'aurais aimé le faire il y a quelques années. Puis je vois qu'elle me ramène vers la sortie tranquillement. Et puis elle me dit, vous savez, les gens pensent que mon combat, c'est l'IVG, mais mon plus gros combat, c'est de me battre contre toutes les extrêmes. Et là, j'avais l'impression qu'elle me passait un message. Bon. Alors, on remercie tout ça. Je reprends le train à Montparnasse parce que j'habite en Bretagne. Et là, coup de téléphone, j'en veille. Allô? Bon. Je me réponds, oui. Voilà. Maman est d'accord pour que vous fassiez sa vie en bande dessinée. Mais attention, il est hors de question de parler de sa vie intime. Et là, après, l'aventure Simone Veil est lancée. Je l'ai rencontrée après 2 fois. Je lui ai montré les planches et tout, mes dessins, enfin tout. Et malheureusement, elle est décédée pendant l'ouvrage. J'ai dû changer la fin. La fin, forcément, c'était de lui remettre le bouquin dans la BD, sauf que elle était décédée, donc j'ai dû changer 15 pages de la fin. Et puis, ce qui est formidable, c'est que après, elle est rentrée au Panthéon. Et ce qui est formidable aussi, c'est que le jour où le livre est sorti, ma première dédicace est un Saint-Malo. Jean Veil et Pierre-François, qui est malheureusement décédé il y a 3 jours, qui était un homme formidable, relisaient les planches, enfin les pages. Mais entre les pages à relire et les pages une fois imprimées, c'est totalement différent, parce que le bouquin, forcément, c'est un objet. Et avant d'entrer dans la dédicace, je vois un appel de Jean. Je me dis, bon sang, il a lu le livre, il y a une coquille. Je sais pas pourquoi, je dis, il a une coquille, il va me tuer. Alors, il me laisse un message, je fais la dédicace. Dans ma tête, je me dis, punaise, il m'a laissé un message. Et à la fin, j'écoute son message, je tremblais et je m'en souviendrai toute ma vie, c'est bonjour Pascal, c'est Jean Veil. Voilà, j'ai pu avoir le livre et le lire en entier. Si maman avait été là, elle aurait été vraiment heureuse. Bravo d'avoir rendu un hommage à maman. À la prochaine fois, vous venez à Paris, on déjeune ensemble. Et depuis, on a gardé contact, puisque de temps en temps, j'ai même présenté ma femme à Jean. Enfin voilà, c'est des personnages fantastiques, et ça a été aussi pareil pour Badinter, ça a été aussi pareil pour les Clarcel. Voilà, j'ai fait aussi la rafle d'Isieux, la rafle du Veldiv, parce que encore une fois, je veux comprendre l'incompréhensible, et à ce jour, j'ai pas forcément de réponse. Non, mais c'est très intéressant, c'est très poignant. T'as remarqué quand même beaucoup que je parle beaucoup, hein. Non, il faut. Moi, je laisse parler, il faut. C'est gentil. Mais Robert Badinter aussi, c'était une rencontre. Vous avez pu le rencontrer? Alors, écoute, ça, c'est ma déception. Je t'explique pourquoi. Je devais le rencontrer, il meurt. Alors, évidemment, ce sont des personnages, pour le coup, qui sont quand même assez vieux. Mais par contre, bon, le livre était commencé, il était au courant. Ce qui est très beau, c'est quand le livre est sorti, Elisabeth, sa femme, qui est une grande femme aussi formidable, un peu plus discrète, évidemment, mais qui a joué énormément dans la vie de son mari Robert. D'ailleurs, j'ai toujours dit que Robert avait été construit par Elisabeth. Et ce petit mot, encore une fois, bravo. Vous avez su rendre Robert comme il était intègre. Parce qu'en bande dessinée, c'est pas facile de rendre une icône, un symbole, parce que c'est un héros de papier. Encore une fois, c'est dessiné, donc faut faire très attention. On marche aussi sur des œufs, mais tout dépend comment on le fait. Si on prend 3 personnes pour faire la vie de Simone ou de Robert, il y aura 3 styles différents et 3 histoires ou 3 récits totalement différents. Moi, j'essaye de me rapprocher au maximum. C'est pour ça que j'aime rencontrer les gens, parce que j'en tire toujours des petites anecdotes, des petites choses que je peux donner aux lecteurs. Et franchement, à chaque fois, j'ai été adoubé par l'un et par l'autre. Et ça, c'est comme pour les Clarcel, par exemple, les chasseurs de nazis. 12 années à traquer Klaus Barbie, le boucher de Lyon. Et la première fois quand j'y vais, ils sont là, genre je vais à Paris, je vais les voir, c'est Beate. Donc Beate, c'est une Allemande, Serge c'est un Juif, donc Juif allemand déjà c'est cocasse. Ils se rencontrent sur un quai en 1961, et moi je veux raconter leur vie, parce que déjà à l'âge de 15 ans, je connaissais leur parcours. Et quand je les vois, j'avais tellement de choses à leur raconter. Beate m'ouvre la porte, je rentre, je vais dans leur bureau, puis les deux me regardent, vraiment, ils me scrutent, parce que même Simone, me scrutait, en fait. Ce sont des gens, on rentre dans leur vie intime, donc ils vous connaissent pas. Et puis, alors, ce qui était assez marrant, c'est que Serge s'en va dans une pièce, ils ont des chiens, et Beate, parce qu'ils sont quand même assez vieux, maintenant ils ont plus de 85 ans, et Beate me dit, mais vous savez, là, c'est mon chien Kiki. Alors Kiki, on l'a eu en Roumanie, et on l'a payé cher. Alors, ça n'a rien à voir avec Klaus Barbie, quoi, pour le coup, parce que moi, je voulais du Klaus Barbie. Bon, les semaines passent, je reviens. Cette fois, il y a Arnaud, leur fils. J'ai il y a le fils. C'est pas bon signe. Puis là, le fils, pareil, me regarde. Puis un coup, il se retourne vers son père. Il me dit, bon, papa, tu peux lui faire confiance, tu peux bosser. Puis là, hop, la glace était brisée. Et j'ai travaillé 6 mois avec eux où en fait, c'était à l'époque, ils avaient toutes les archives, parce que les archives ont été données au mémorial de la Shoah. Et là, j'ai vu des choses atroces, puisque là, c'est vraiment la Shoah, c'est vraiment c'est les 6 millions de Juifs assassinés, et dans ce qu'il y a de plus horrible. Mais
j'ai tout compris en fait. Donc voilà, c'était très intéressant. Très très bien. Et comment ça a été reçu ces bandes dessinées par la jeunesse, par le public? Alors pour Simone Veil, j'avoue que j'étais super content parce que mon livre était vraiment très digne. Très honnêtement, si je te donne un exemple, tu vois, je vais à côté de Rennes, collège Simone Veil. Donc il sort en 2018, collège Simone Veil. Il y a des classes de 3e, on est 50. Qui connaît Simone Veil? Il y en a 3 ou 4. Et ils sont dans le collège Simone Veil. Donc tu dis il y a un problème. Bon. Et là où ça a été quand même, donc il faut tu rames à ce moment-là, parce que s'ils connaissent pas la vie de Simone Veil, c'est quand même assez dense. Même l'IVG, ils connaissent pas non plus l'IVG, hein. Tu vois. Donc l'interruption volontaire de grossesse. Bref, surtout les jeunes filles, tu dis quand même, ça a été vos mamans, enfin ou vos grand-mères. Bref, non. Bon. Et quand il y a eu le film Simone Veil, le voyage du siècle, et d'ailleurs ils se sont basés sur mon livre. Là, ça a été vraiment formidable parce que les 3e allaient au cinéma voir le film, avaient en plus au brevet Simone Veil, et là, c'était un bonheur parce que quand je me déplaçais, là, on parlait le même langage, tu vois. Robert Badinter, c'est un peu plus compliqué parce que là, pour le coup, il est moins connu que Simone, et puis je te le cache pas, qu'il y a encore beaucoup de personnes pour la peine de mort, qui voudraient que la peine de mort soit encore là. Les Klarsfeld, bon bah là ils sont totalement oubliés pour le coup, personne. Klaus Barbie ils connaissent mais pas les Klarsfeld. Après j'ai été embêté, j'avoue j'étais embêté parce que j'ai commencé à recevoir des lettres de menaces, des lettres d'insultes. Le premier courrier que j'ai reçu dans ma boîte aux lettres c'était, bon à l'époque j'étais pas encore avec ma femme qui est là, j'étais tout seul, j'étais avec mon chat. Et puis je reçois un courrier, c'est assez fou parce que c'est un courrier avec l'écriture, tu sais, imprimée rouge. J'ouvre, c'est marqué sale race. Ah, sale race, je regarde mon chat, je dis c'est peut-être pour toi. Bon, très honnêtement, le papier, je le mets à la poubelle. Mais 3 jours plus tard, je reçois un autre courrier, sale juif. Ah, là, c'est un petit peu... Et un 3e, Bresson, sale juif. J'en ai reçu 7 comme ça. Alors je suis pas du tout juif, mais ça avait gêné Simone Veil. Simone Veil, c'était, voilà, ça avait gêné. Bon, je passe les détails, je suis allé à la police, tout ça, bref. Mais là où c'était intéressant, c'est qu'à Dinan, à côté de Saint-Malo, c'est une petite ville tranquille, et tu vas faire le lien tout de suite, c'est que pendant 4 mois sur la plaque Simone Veil, dans une rue, c'était tagué de croix gammées. Donc la police, la mairie pensait que c'était des jeunes ou des jeunes fachos, enfin tout le machin, quoi. Et en fait non, c'était une petite grand-mère. Et la petite grand-mère, elle venait mettre des croix gammées, non pas qu'elle était antisémite, mais elle était anti-IVG. Elle était restée encore en 74. Ouh. Donc en fait, ça veut dire que il y a des gens qui ont fait l'amalgame. Voilà. Et après, j'étais super embêté. C'est quand j'ai sorti les Klarsfeld, parce que là, ça a été tout de suite 3 ans après, ça a été tout de suite direct. Et c'était sur les réseaux. Les réseaux. Là, on voyait déjà qu'il y avait plus de tabou. Les gens prenaient plus du tout de filtre. Par exemple, un matin, là, j'ai eu affaire à un poète. Là, le poète était formidable. C'est que sur mon Facebook, c'est arrêtez de faire des livres sur les coupables qui sont les juifs. Faites plutôt des livres sur les innocents qui sont les nazis. Sale juif. Ah, j'ai dit, tiens. Je vais sur le profil. Le profil, bah, le gars a des enfants, je me dis, bah, donc, mon coco, si t'élèves tes enfants dans la haine comme ça, qu'est-ce que ça va donner plus tard? Donc, j'ai été super attaqué. Et puis, voilà. Et puis, bah, avec Badinter, quand Robert Badinter est décédé, ça a été annoncé que je faisais un livre. Et ben, même des proches amis qui ne le sont plus maintenant, j'ai reçu des messages en disant, mais tu vas quand même pas faire un livre sur un salaud, qui nous a foutu la merde et tout. C'est à cause de lui qu'on a autant de mal. Donc voilà. C'est assez délicat. Bah, tous les antisémites et tous les méchants, les racistes et tout le machin, ils vont pas être contents parce que bientôt je sors un livre sur l'histoire du peuple juif de l'Antiquité à nos jours où j'explique l'antisémitisme, pourquoi et comment s'en défendre. Voilà. Donc je fais des livres qui donnent à réfléchir. Mais après, au-delà de ça, j'ai fait aussi un livre, par exemple, Le Bugalet de Braise. C'est chez moi en Bretagne. C'est une histoire de marin, une vraie histoire. Un marin, un bateau de pêche qui part en mer. Ils sont 5. Le bateau est coulé en 37 secondes à 87 mètres de fond. Et là-dedans, les familles ont perdu un fils, un père, un grand-père. Et en fait, il s'avère qu'il y avait une opération de l'OTAN. Donc voilà, je te le donne en 1000. Quand j'ai sorti le livre, c'était pas du tout anti-militariste, puisque moi j'avais, à l'époque, moi j'ai toujours un fils militaire et officier qui va sur les conflits. Mais j'ai même été attaqué physiquement. Mais donc voilà, oui, il y en a. Alors on aurait pu croire au buzz, heureusement qu'il y avait du monde, mais il y en a un qui est arrivé, qui a bousculé tout le monde, qui m'a pris par le callback, qui me dit je te connais maintenant, je vois qui tu es, puis il me montre un petit insigne Amirauté nationale, puis c'est barré. Bon, et là on se dit waouh, on est quand même dans les films, peut-être qu'en descendant, parce qu'en plus je suis avec ma voiture était dans le parking, si ça tombe, il m'attend, il va me buter. Mais voilà, ce sont des livres qui font bouger, comme quoi la bande dessinée est intéressante parce que la bande dessinée elle a évolué. La bande dessinée c'est aussi un engagement et je trouve que c'est intéressant parce que c'est une
une mission, et à partir de là, il faut pas baisser les bras. Il y a de l'intimidation, de la pression, et très honnêtement, il faut aller jusqu'au bout, parce que notre métier aussi, c'est dénoncer les choses. Et la bande dessinée, c'est bien parce qu'on touche les jeunes, on leur donne une clé pour ouvrir les premières serrures. Ils ont pas les capacités parce que, voilà, pas forcément intellectuelles, mais ils ont plus de patience pour lire des gros bouquins. Donc la bande dessinée, c'est un moyen de communication, de les toucher. Et après, si ça les intéresse, à eux d'aller justement dans des lieux comme la bibliothèque, médiathèque, et de se faire une idée. Mais il faut donner vraiment de la matière à réfléchir, et c'est ce que je fais. Oh, c'est très bien. On dirait que t'es en mission. Ah, je le suis toujours. Mais t'as été nommé chevalier de l'ordre des arts et des lettres. Ah oui, alors ça c'était, en fait, oui. J'ai reçu un courrier. Oh, c'était au moment des élections. C'était en 2020, je crois. Alors, je sais plus pour quelles élections c'était. Je reçois un courrier. Je dis bon, ça c'est encore les candidats. J'étais prêt à. Les jours, j'ai dit tiens, Roselyne Bachelot. 2022. C'était, oui, mais j'avais reçu le diplôme avant, parce qu'en fait, tu reçois un diplôme et tout. Comme quoi, monsieur, vous êtes chevalier des arts et des lettres, tac, tac. Et j'ai dit, dis donc, c'est chouette. J'étais content parce que c'est une certaine fierté. Forcément, dans le milieu de la BD, on n'est pas beaucoup, parce que le 9e art, c'est encore voilà, nous, en bande dessinée, on n'est pas encore aussi important que le cinéma ou, tu vois, Vous en souffrez, ça, du manque de reconnaissance? Un peu, ouais, quand même, franchement, ouais. Un peu quand même, parce que c'est vrai que la BD, c'est toujours les mêmes, j'ai envie de dire, mais il y a tellement d'auteurs à découvrir, et c'est ça. Mais le problème, c'est qu'on est aussi dans une société de consommation, donc les libraires vont prendre forcément les albums qu'ils connaissent, genre Lucky Luke, tout ça, parce qu'ils savent que ça va se vendre, mais derrière, il y a des pépites qu'on laisse de côté. Je parle pas pour moi, parce que bon, ça fait 30 ans, donc je suis installé, mais pour d'autres, il y a des pépites qui passent à l'as, donc ça, c'est un petit peu dommage. Mais Chevalier des Arts et des Lettres, j'étais ravi parce que, en fait, on m'a décoré pour mon travail de passeur de mémoire, et je me dis que quelque part, tu vois, je pense à mon grand-père, je pense à ma grand-mère qui devait me voir et qui devait se dire, finalement, on a fait de bien notre petit-fils, et ça, c'est une certaine fierté aussi pour ses enfants, pour mes petites filles aussi pour plus tard. Bon, elles sont encore petites pour se rendre compte, mais c'est quelque chose qui reste, tu vois. Bien sûr. Il y a la Légion d'honneur, et en dessous, il y a le Chevalier d'Art et des Lettres. Ça quand la Légion d'honneur? Ah là là, ça, je ne sais pas. Mais voilà, c'est génial, et puis ça veut dire que quelque part mon travail a été reconnu, et puis c'est important. Le devoir de mémoire, c'est de se dire qu'est-ce qu'on a fait, d'où on vient, et surtout prévenir. C'est dire aussi aux jeunes, soyez au courant, soyez vigilants pour que plus jamais ça recommence. Malheureusement, on se rend compte qu'avec l'actualité, tout ce qui se passe, l'homme ne comprend rien. On n'a jamais tiré les leçons d'avant, et ça, c'est un peu dommage. Mais ça, tu vois, j'ai envie de te dire que pour ça, je pense que l'homme, tu sais, pour avoir étudié aussi la préhistoire. Ça se connaît, il savait pas. En fait, l'homme a toujours créé, je sais pas, quelque chose pour tuer son prochain. Ça, c'est dans les gènes. Et le vivre ensemble, on a tous envie de vivre ensemble, mais je trouve que demain, c'est pas toujours facile, quoi. J'ai un ami qui avait travaillé avec Nicolas Hulot, avec Florence Artaud ou Eric Tabarly, qui étaient des grands skippers, qui avait qui me disait, tu sais, on peut être sur une île à deux, on trouvera encore le moyen de se foutre sur la gueule. Mais c'est vrai, il a raison. Donc c'est un petit peu dommage. Donc j'essaye d'apporter un peu d'humanisme, d'humanité, et on en a tous besoin. Et certains jeunes sont réceptifs, d'autres non. Voilà, ça c'est kiff kiff. Peut-être avec le temps. J'espère, c'est ce que je souhaite, parce que franchement, mais on est quand même dans une société super difficile quand même, faut le reconnaître. Même si on veut être positif, c'est assez compliqué, je trouve. Moi, je voudrais, si tu veux, c'est que le respect revienne, le respect à tout, en fait. Parce que le respect, c'est ce qu'il y a, c'est le b.a.-ba de tout. L'éducation, la politesse, le respect. Et ça, c'est parfois compliqué. Et parmi tout ça, quelle est ta plus grande fierté? Alors, alors ma plus grande fierté, c'est d'avoir, j'ai honte. En fait, j'étais un cancre. J'ai jamais aimé les études. Encore aujourd'hui? Oh j'ai 57 ans, j'ai envie d'être tranquille, j'en prendrai rien. Voilà. Non, mais alors j'ai deux fiertés. Franchement, j'ai deux fiertés. Alors déjà la vie, c'est d'avoir un peu compris la vie. Tu vois, c'est d'avoir vécu plein de choses, la maladie, d'avoir vu des grands personnages. Enfin, j'ai vraiment vécu beaucoup de choses. C'est d'en avoir fait une conclusion. Mais vraiment, c'est de se dire que même quand on a plein de diplômes, j'ai pas le BEPC, ce jour-là, je voulais pas y aller. Et puis, j'ai pas de bac du tout. Mais quand on veut vraiment quelque chose, si on se donne les moyens, si on a la flamme ou la foi, on peut y arriver. Alors, évidemment, demain, je te dis, je vais aller sur Mars. Là,
ça peut être difficile quand même. Mais pourquoi pas? Mais voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que je voulais faire ce métier de dessinateur de BD. J'y suis allé au culot, comme on l'a vu. J'ai beaucoup travaillé et j'y ai cru. Ça n'a pas été facile parce que j'ai mis plus de 10 ans, vraiment, ou 15 ans à en vivre. Donc c'est long quand même parce que j'ai eu beaucoup d'échecs. Donc à chaque fois, comme disait Belmondo, on se prend un coup, on tombe, on remonte. C'est ce que j'ai fait. Ça, voilà, c'est d'avoir entre guillemets réussi, si c'est pas prétentieux, sans études, en travaillant vraiment par moi-même. Et la deuxième chose, c'est tout ce parcours de vie, c'est de se dire que ça c'est ma fierté aussi. Alors, genre, je sais qu'il va y avoir des hauts, mais c'est important. C'est de me dire qu'à 57 ans, malgré l'âge, malgré la vie, tout ça, c'est qu'on peut rencontrer une personne qui change la vie. Ma femme, elle a changé ma vie, et c'est de se dire, punaise, sur cette planète, il y a une personne. Alors, je sais pas combien on est sur la planète, mais on est beaucoup. Mais il y a une personne qui t'attend. Et cette personne, je l'ai trouvée. Et ça a changé ma vie parce que quand on est amoureux, quand il y a des choses qui se passent, quand l'univers est accordé, quand les planètes sont alignées, eh ben on peut tout traverser. J'ai traversé énormément de choses grâce à ma femme, et ça c'est quelque chose qui me plaît. Donc j'associe tout ce que je fais à ma femme parce que on est complémentaires, et c'est vrai que depuis qu'on est ensemble, j'ai fait des choses mais formidables, et ça c'est ma grande fierté. Et j'ai quelques dernières questions. Qu'est-ce que ton métier t'a appris sur toi-même? La rigueur, la modestie, encore une fois, qu'on peut réussir vraiment ce qu'on veut faire, et puis surtout avec les thématiques que je fais, c'est de lire beaucoup, c'est de me cultiver. La culture, c'est important. Un exemple là sur ce fameux livre dont je parle, de le peuple juif, toute l'histoire, donc c'est de l'Antiquité à nos jours, mais on part d'Abraham, donc pour le coup, il faut pour 10 pages du bouquin, je peux lire pour 10 pages dans mon livre futur, je lis un page de 500 pages, un bouquin de 500 pages. Donc c'est de la documentation, je me nourris, et c'est ça qui est formidable. Sur Simone Veil par exemple, je vais lire un livre exprès sur Auschwitz. Alors Auschwitz par exemple, tout a été dit, mais on se rend compte que dans certains livres, c'est tronqué. Auschwitz, il y avait 3 camps. Il y avait le camp 1, le camp 2, le camp 3. Le camp 2, c'était Birkenau. C'était là où on rentrait et qu'on sortait pas. Le camp 3, c'était le camp de travail, parce que les SS nazis avaient besoin de gens pour travailler. Et dans le camp 1, c'était un camp de concentration, on parquait les gens. Donc quand et tout ça, il faut le lire. On peut pas aller sur Internet, prendre une photo de Auschwitz puis le dessiner, parce que géographiquement, quand les déportés arrivaient, ils allaient pas dans le camp 1 ou dans le camp 2, tu vois. Donc ça c'est de la lecture, me cultiver. Et ça a été important pour moi. Me cultiver, et puis ça c'est important. Se cultiver. Et comment t'aimerais qu'on se souvienne de toi? Ça c'est... Je sais que Gilbert a dit Joker, mais ça serait trop facile de comme un homme bien, en fait, qui a fait de son mieux, en fait, qui a fait de son mieux pour faire en sorte de mettre un peu de moralité, des valeurs dans la tête des jeunes, d'avoir consacré beaucoup de temps aux jeunes aussi, et puis j'ai fait de mon mieux. Je fais de mon mieux. Et quel conseil tu donnerais à un jeune qui voudrait se lancer dans le même métier que toi? Alors, c'est déjà 2 choses. Alors, bien sûr qu'il y a des écoles de dessin, mais le problème, les écoles de dessin, c'est que ils ont tous le même style quand ils sortent, et ils ont pas forcément de boulot. Je pense que beaucoup de dessinateurs autodidactes, c'est d'apprendre le métier, c'est justement de l'observation. Je dis toujours que Léonard de Vinci, lui, il a commencé à observer les fourmis. Alors c'est bête, on va pas aller observer et perdre son temps à suivre une fourmi, mais lui il a compris en fait comment fonctionnait une fourmi, il a dessiné tout. Non, je pense qu'il faut vraiment être curieux, et la curiosité, ça c'est pas important. Savoir observer, c'est quoi? C'est de prendre un petit carnet, dessiner un peu tous les jours, 1 heure, 10 minutes, un quart d'heure, 1 heure, et dessiner tous les jours, parce que le cerveau il emmagasine en fait. Par exemple, si je dessine un chat pendant une semaine, j'attends 1 mois. On me dit dessine un chat, je saurais le dessiner parce que je l'ai enregistré en fait, je l'ai fait. Donc en fait, c'est l'observation et c'est de travailler. Et puis le travail, et puis surtout de la curiosité d'aller voir ce que font les autres aussi. Ça c'est hyper important, c'est de s'intéresser aux autres, c'est de voir ce que font les autres en bande dessinée, et puis recopier, c'est pas de faire la couleur par exemple, l'aquarelle, j'ai jamais appris, mais j'ai appris moi en regardant les autres, par exemple dans ce que faisaient les peintres ou les aquarellistes, et je me suis rendu compte que l'aquarelle en fait, ce qui rendait le mieux, c'est quand je me trompe.
parce que quand on se trompe, c'est là où on va commencer à trouver des petites ficelles pour s'en sortir. Par exemple, ce qui est génial aussi dans la couleur, c'est qu'on se dit toujours le marron, c'est le tronc, le vert, c'est l'herbe, et ainsi de suite. Sauf que ça va dépendre aussi des heures. Il y a des troncs qui peuvent devenir mauves. Enfin, c'est ça qui est formidable. C'est cette liberté créative et c'est de se donner encore une fois les moyens. Bah écoute Pascal, ça a été Je te remercie. Plaisir pour moi d'échanger avec toi. Eh ben on se revoit tout à l'heure. Alors. Non, merci rigole. Pour ce travail de transmission, c'est très important. C'est un des triptyques, c'est dans le triptyque du podcast. On est aussi dans la transmission, donc merci à toi. Merci Audrey, merci beaucoup à toi pour ce que tu fais et votre continuation en tout cas. Bah au plaisir d'échanger de nouveau un de ces jours en tout cas. Merci à toi. Merci.